Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 8 janvier 2022. On a un Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 42 000 $ pour ce début de week-end, un Ether autour des 3200 $, et pour l'ensemble de la map crypto, c'est assez similaire, hein. On fait des performances similaires au Bitcoin et à l'Ethereum. On a quelques petites performances du côté de ICP, notamment plus 13%, AV aussi qui est légèrement dans le vert, plus 8%. On a des cryptos aussi qui corrigent et bizarrement c'était les cryptos les plus en forme ces derniers temps, notamment Atom Cosmos. Voilà, ils ne pouvaient évidemment pas continuer de monter jusqu'au ciel sans retracer, donc 11% de baisse pour Atom. Et du côté de FTM aussi, on a une petite baisse, moins 6%. Au cours de la vidéo, je vais analyser le Filecoin, je vais faire un petit peu de fonda. En fait, aujourd'hui, je vais juste analyser le Filecoin techniquement et même un petit peu fondamentalement, donc ça prendra un peu plus de temps. Et donc, je ne vais pas analyser d'autres crypto-monnaies, hormis rapidement le Bitcoin et l'Ether. On fera aussi, comme d'hab, un petit peu de news. Et puis c'est déjà pas mal, je pense, pour cette petite vidéo quotidienne d'analyse. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour vraiment rester connecté et rejoindre la communauté. Donc, le Discord, Twitter, Insta et Twitch aussi, parce que je fais aussi des live Twitch maintenant. Et puis un petit like à la vidéo comme ça pour aider au référencement, et on part tout de suite pour les news. On débute avec le petit point classique sur le Fear and Greed pour constater qu'on atteint enfin un niveau vraiment là extrêmement bas, pour le coup le niveau 10 de l'extrême Fear, et c'est exactement les mêmes niveaux que l'on avait atteint lors du crash de mai. Durant toute cette grosse phase de consolidation, on avait un Bitcoin à 30 000 $. Donc c'est plutôt bon signe, hein, parce que voilà, on va pas se mentir, plus les gens ont peur, plus on approche d'un bottom. Mais encore une fois, vous le savez, malheureusement, on peut pas timer exactement le marché. C'est un indicateur qui va donner une tendance. On est proche du bottom, mais entre temps, on peut encore fluctuer beaucoup. Donc c'est là toute la complexité de cet indicateur. C'est pour ça qu'il faut prendre plusieurs indicateurs en compte pour faire son analyse et bien rentrer sur le marché. Je voulais vous montrer aussi cette petite donnée qui est, je trouve, assez intéressante et qui résume plutôt bien la psychologie des marchés. Donc le Bitcoin à 40 000 $ début 2021, et bien regardez l'extrême Fear, enfin le Fear and Greed où il était. On était positionné sur de l'extrême Greed à 90 pour un Bitcoin à 40 000 $ en début 2021. Et maintenant, donc, nous avons toujours un Bitcoin à 40 000 $, mais sauf qu'un an est passé. Entre temps, on est bien sûr monté à 60 000 $, puis on est retourné à 30 000, puis on est remonté à 70 000, et maintenant on a donc, quand on revient à 40 000 $, un extrême Fear, enfin un Bitcoin avec de l'extrême Fear à 10, donc vraiment les gens ont peur, et ça montre vraiment toute la psychologie qui peut assez vite évoluer, puisqu'au final tout ça s'est produit en un an. Donc vraiment ça montre à quel point le marché crypto ça peut être extrêmement volatile, pas uniquement dans les prix, mais aussi en termes de psychologie sur les personnes qui investissent dans ce marché. On attaque directement les news, j'ai pas plus de choses à vous montrer sur Twitter, donc on va passer tout de suite aux news. Donc la première, qui est probablement la plus importante, c'est PayPal qui confirme l'intention de créer son propre stablecoins. Voilà la petite déclaration, nous explorons un stablecoins, et quand nous chercherons à aller de l'avant, nous travaillerons bien sûr en étroite collaboration avec les régulateurs concernés. Donc évidemment ils veulent faire les choses bien, et ça va permettre encore plus à des capitaux de rentrer directement sur le marché, puisque PayPal, voilà, c'est un lien direct avec les retails. S'ils ont directement leurs stablecoins, hop, vous pourrez encore plus facilement acheter des crypto-monnaies. Donc très intéressante cette news. On enchaîne avec le Congrès américain qui va examiner l'impact du minage du Bitcoin sur l'environnement. Pourquoi le Congrès s'intéresse à ça? Tout simplement parce que depuis la fermeture en Chine des fermes de minage, puisque les Chinois, enfin le gouvernement chinois a expulsé tous les mineurs de Chine, et on a énormément d'exode de minage finalement qui se dirigent vers les États-Unis. Vous avez ici cette stat, pardon. Actuellement, on a plus apparemment de 35% du hash rate qui provient directement des États-Unis, et c'est une hausse de 428% depuis par rapport à septembre 2020. Donc vraiment ça vous montre tout cet exode qui est en train de se mettre en place jusqu'aux US, et donc voilà, forcément les autorités vont commencer à se pencher plus fortement sur cette industrie et voir si elle peut causer peut-être du tort au pays, comme ce que je vous ai partagé notamment au Kazakhstan ou dans d'autres pays où apparemment il y aurait des coupures de courant et d'électricité à cause du BTC. Donc évidemment forcément les États-Unis se penchent maintenant sur ça. En tout cas ça va forcément créer un petit peu plus de tension. C'est pas forcément une news positive ça, parce que si jamais un jour les États-Unis viennent à taper sur les mineurs de Bitcoin, là pour le coup vu qu'il y a plus de 35% du hash rate maintenant qui est produit là-bas, il vaudrait mieux que voilà, ça tape pas trop fort, parce que je pense qu'on pourrait avoir quelques turbulences sur le cours du BTC derrière. Et on va conclure avec cette news, donc c'est Tezos qui conclut un partenariat avec la grosse équipe d'e-sport française, donc c'est Vitality. C'est un partenariat qui est signé pour 3 ans, et Tezos concevra donc des applications basées sur la blockchain pour l'équipe, notamment une marketplace de tokens non fongibles, donc des NFT, et des outils destinés à l'engagement des fans.
se retrouve pour l'analyse technique du BTC. Alors évidemment la situation court terme comparée à hier elle a très peu évolué. Donc je vais faire très rapidement un petit point sur quelque chose dont j'ai oublié de vous parler. C'était une divergence en fait sur le weekly, une divergence baissière hein, malheureusement. Et finalement vous allez voir qu'elle coïncide parfaitement avec ce niveau des 43 000 $ et vous montre vraiment toute l'importance de ce niveau là d'un point de vue de la structure moyen terme du marché, voir si on reste toujours haussier ou si on passe plus baissier sur le weekly. Et comment on peut donc voir si cette divergence va se mettre en place? Et ben c'est tout simplement si on perd ce niveau, ce point bas des 42,17 à peu près, et vous voyez on est posé pile dessus. Donc c'est vraiment pour ça que je vous dis que si on vient à clôturer en dessous de cette zone des 43 000 $, on changera vraiment de structure de marché. Et là, on a en plus de ça une divergence baissière qui vient le confirmer. Donc clairement, si dimanche, on pourrait essayer de clôturer au moins au-dessus des 43 000 $ et ne pas valider cette divergence baissière, ça serait quand même quelque chose d'hyper intéressant pour conserver donc cette structure haussière que l'on a sur le weekly actuellement. Je vous montre rapidement le 4 heures. Mais je vais être extrêmement rapide parce que pour le moment, je ne vais pas me mettre sur des unités temps plus petites. Hein. Vous le savez, on est ici plus sur une chaîne d'investissement que de trading. Donc sur le 4 heures, on n'a toujours aucun signe de reprise des bulls. On est toujours sur une tendance baissière. Et tant qu'on ne franchit pas ce dernier point haut pour moi à 43 600 $, voilà, on n'aura pas de vraie reprise de momentum où vraiment les bulls montrent qu'ils ont repris au minimum la main sur du très court terme. Donc voilà, pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire mis à part attendre et espérer que les bulls réussissent enfin à se manifester. Allez, on va poursuivre avec Ethereum. Et Ethereum, je vais aussi vous donner plus des infos négatives aujourd'hui, ou du moins un niveau très important à surveiller aussi sur le RSI. C'est aussi une divergence baissière qu'on a qui a l'air quand même encore plus puissante que celle sur le BTC. Pour le coup, regardez, on peut aussi voir un triangle de descendant. Regardez, on tape à chaque fois l'oblique du haut et on tape aussi le bas, et regardez où on se trouve pile sur le niveau bas qui pour le coup validerait vraiment la divergence baissière. Pour activer la divergence, il faut qu'on passe sous ce point bas. Et là, regardez, pour le moment, on est très légèrement en dessous. Donc, on activerait cette divergence baissière. Et pour le coup, si jamais on active cette divergence baissière, pour moi, c'est retour minimum dans l'autre zone de rechargement. Parce que la zone de rechargement au niveau court moyen terme que je vous donnais sur pas mal de mes vidéos, c'était si on venait à préserver ce creux. Et actuellement, regardez, on est pile dedans. Donc ça peut être intéressant de recharger. On a la MA50 en plus qui est située sur ce niveau-là. Donc c'est pas déconnant. Mais si on prend un peu plus de recul, et notamment si je me mets sur le mensuel, hop, je vais la refaire devant vous. Donc regardez, si on prend vraiment le dernier creux ici qui est le plus significatif, et ben on a une zone de rechargement qui se trouve beaucoup plus en bas, avec notamment un Ethereum qui peut revenir aux alentours des 2400 $. On voit qu'il y a la EMA21 notamment qui se trouve aussi dans le secteur. Donc voilà, encore une fois, très important de prendre du recul, regarder un peu plus du long terme. Et oui, clairement, on peut revenir jusqu'à 2400 $ sur l'Ether et ça ne modifierait pas la tendance haussière qu'on a sur le mensuel. Donc attention, et vraiment je pense que si jamais on vient justement à valider cette divergence baissière, ça ne m'étonnerait pas qu'on perde ce creux et qu'on revienne du coup se positionner un peu plus bas sur l'Ether. Et donc forcément derrière ça mènerait une consolidation un peu plus longue et un peu plus de temps avant de reprendre une hausse et un nouveau sommet historique sur l'Ether. Allez, on va se retrouver maintenant sur la partie un petit peu analyse fondamentale et technique focus sur le Filecoin. Pourquoi tout simplement j'ai eu envie de faire ça? C'est simple, pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas si vous ne me suivez pas encore sur Twitter à le faire, vraiment je poste pas mal de contenu. Donc hier j'ai remarqué sur le Filecoin en allant sur le site donc alors BYBT, vous tapez ça sur la barre de recherche ou sinon je l'ai mis aussi sur mon Twitter dans les tweets en référence au Filecoin. Vous avez donc les investissements de Grayscale, donc Grayscale c'est un gros fonds d'investissement et qui investit maintenant aussi sur la crypto-monnaie, et vous avez des actifs qu'ils détiennent. Donc ça c'est hyper intéressant. Ils ont notamment accumulé pas mal de mana et pas quand ça a explosé, hein. Eux ils l'ont bien accumulé avant l'explosion, donc pour le coup ça montre quand même qu'ils ont pas mal de flair. Après ils ont quand même des vieilles cryptos comme l'ETC. Alors certes on peut constater que notamment l'ETC depuis le pump ils s'en débarrassent quand même pas mal. Donc ils ont aussi du BCH et du Litecoin, donc ça j'ai un peu plus de mal à comprendre, mais bon voilà, ça reste quand même un gros fonds d'investissement. Donc peut-être qu'un jour le Litecoin, le ETC, le BCH, voilà, c'est des cryptos qui vont réexploser. Voilà, moi je vais partir du postulat que c'est quand même des personnes qui savent ce qu'elles font. Donc là, on part sur le postulat et l'analyse du Filecoin. Et le Filecoin, ce que j'ai remarqué, regardez, il continue d'accumuler du Filecoin. Et pourtant, quand on va voir la charte du Filecoin, on a l'impression que c'est quelque chose qui est clairement en train de partir à la cave. On n'a pas réussi à tenir la zone de rechargement que je peux vous mettre ici. Voilà, on aurait dû notamment rebondir si on voulait défendre cette tendance haussière ici sur le niveau des 65 $ à peu près, ou même 90 $. Pour le coup, c'est pas du tout le cas. On continue de descendre. On est sur une tendance baissière sur le weekly. Maintenant, regardez, hop,
hop, point bas, point haut, de plus en plus bas à chaque fois, et on revient quasiment sur cette grosse zone qu'on a eu de consolidation du prix, où on a eu un Filecoin à 20 $. Donc vraiment, on est pas loin d'aller chercher du pétrole sur cet actif, et pourtant Grayscale continue d'accumuler. Donc vraiment, je me pose la question s'il n'y a pas quelque chose derrière de très intéressant, et si accumuler un petit peu de Filecoin, ça peut être intéressant sur ces niveaux de prix. Je vous montre rapidement aussi concrètement ce qu'est le Filecoin. Alors de ce que je comprends, je ne suis pas expert dans ce domaine, voilà, je ne suis pas développeur, je ne suis pas informaticien, donc un peu comme vous, je pense, on essaie de tâtonner et de comprendre plus ou moins les projets. Donc pour moi, Filecoin, c'est un projet de cloud, donc de données décentralisées, de gestion de données décentralisées. Et le Filecoin, le seul problème que je noterai et qui peut-être explique justement la chute du cours, c'est la tokenomics, puisqu'on a une supply de 2 milliards de jetons. Et actuellement, il y a, alors on va aller sur CoinMarketCap, il y a 146 millions. J'ai dit 2 millions ou 2 milliards? Parce que c'est 2 milliards. Alors, ici c'est 2 milliards de jetons, et donc là on a uniquement 146 millions de la supply qui est libérée. Donc forcément, s'il y a beaucoup de supply qui se libère dans le temps à chaque fois, et c'est possible parce qu'en fait tout ça que vous voyez là, les 70%, en fait c'est la supply qui est reversée aux mineurs, ou du moins les personnes qui aident à sécuriser le réseau. Donc forcément, si ces gens-là le dump et le revendent directement sur le marché, ça crée une pression vendeuse. Donc voilà, c'est vraiment le seul point, je dirais, après de tout ce que j'ai creusé sur Filecoin, qui pourrait expliquer cette baisse. Mais peut-être que voilà, malgré même cette pression vendeuse, sur du long terme, ce projet va réussir à prendre de la valeur. En tout cas, c'est très probablement le pari que fait Grayscale, sinon je ne vois pas pourquoi ils accumuleraient du Filecoin. N'hésitez pas évidemment à me donner votre avis en commentaire, si vous connaissez un peu plus ce projet, si vous en avez, et si vous jugez cette zone pertinente pour entrer ou non. En tout cas, si voilà, vous voulez vraiment mon avis objectif d'un point de vue de l'analyse technique, c'est pas forcément très positif de rentrer sur un actif comme ça qui est vraiment en tendance baissière, qui revient chercher, qui retrace intégralement le mouvement du pump ici. Donc pour moi, non, techniquement, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Et j'attendrai, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis une petite alerte, une reprise haussière, au moins un petit W, un petit quelque chose qui montre que le token n'est pas mort pour re-rentrer. Mais après, vraiment, si vous croyez fondamentalement au projet, je pense qu'en accumuler dans cette zone-là, voilà, c'est quand même intéressant. C'est bien plus intéressant, voilà, on va pas se mentir, que d'avoir acheté en haut et d'avoir évité un moins 85%, parce qu'on est sur un token qui a fait un moins 85%. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà pour la petite présentation de Filecoin, j'espère que ça vous a plu, et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce token. On va conclure avec la petite question de l'abonné. Aujourd'hui, je vais prendre la question de Zifro. Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais d'abord te remercier pour le contenu que tu nous proposes. Tes propos sont super fiables et constructifs et rentrent parfaitement dans ma vision d'investissement à moyen long terme. Donc merci déjà pour ton petit compliment. J'aurais une petite question concernant l'ADA. Quelles sont tes perspectives pour 2022 concernant cette crypto? Faut-il en acheter? Est-ce le bon moment? Donc fondamentalement, moi je suis pas fan d'ADA, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Maintenant, je vais pas forcément rentrer dans le fondamental parce que c'est vraiment une analyse plus subjective, je trouve, le fondamental, et c'est quelque chose qui demande plus de temps, et ça dépend aussi beaucoup en fonction de nos compétences, de ce qu'on va comprendre du projet. Donc voilà, je préfère pas trop donner mon avis puisqu'il est peut-être biaisé ou faux, mais en tout cas d'un point de vue technique, ce que je peux dire sur ADA, c'est qu'on est vraiment sur un niveau de support là extrêmement important. C'est tout simplement l'ancien ATH du bull run de 2017. En plus de ça, prix psychologique des 1 $. Là, tu vois, en weekly, on a passé beaucoup de semaines sur cette zone-ci. Là, on y revient. Et même si je te mets le mensuel, tu vas voir que aussi, on a un niveau très très important. Là, pour le coup, si on perd les 1 $, on passe en tendance baissière sur le mensuel. Donc, c'est vraiment un niveau hyper important pour ADA. Maintenant, attention, on peut aussi corriger plus bas si je fous la zone de rechargement, parce que le problème sur ADA, c'est qu'on est monté en pump, on est monté très rapidement. Regarde ici cette bougie, on est passé de 30 centimes à 1 $, extrêmement rapidement, et on n'a pas pris le temps de poser des supports et travailler le prix en gros pour pouvoir ensuite revenir se poser dessus. Le seul support qu'on a, il est ici à 1 $, et c'est pile les 61, les 0,78 de Fibonacci. Donc vraiment, voilà, je veux pas faire inciter à l'achat, mais pour moi, oui, c'est une belle zone d'investissement ici sur ADA Cardano. Maintenant, il faut être conscient que si jamais on vient à dégringoler plus bas et venir se poser notamment sur les 0,78 de Fibonacci, ce qui est totalement possible si on rentre dans un marché baissier un peu plus long terme, et il faut avoir conscience qu'on peut prendre encore une baisse, mais en tout cas techniquement là ça rentre, c'est beaucoup plus, comment dire, d'un point de vue technique c'est mieux de rentrer sur ce genre de choses, en tout cas selon moi mon analyse, que sur par exemple Solana ou Avalanche ou Luna que je vous ai présenté dans les dernières vidéos, où là pour le coup la zone de rechargement mensuel elle est quand même beaucoup plus éloignée. Donc voilà, pour moi ici oui c'est
une belle zone d'investissement sur Cardano. Mais attention, encore une fois, je ne suis pas conseiller d'investissement. Fais bien tes propres recherches derrière. Voilà, n'investis pas juste parce que moi je trouve que c'est une belle zone d'investissement. Voilà les amis, j'espère que la vidéo comme d'hab vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu vraiment pour aider à faire grossir la chaîne et vous abonner. On est bientôt aux 20 000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir de les atteindre. Passez un excellent week-end. Demain, ça sera le Road to 10K. Voilà, toute la semaine, je vous ai dit, cette semaine, il y aura un Road to 10K. Il arrivera dimanche. Je vais le travailler cet après-midi et encore un petit peu demain. Et puis, du coup, on se dit à demain. Allez, ciao, ciao.